Bonjour, je suis Jean-Jacques Zambrowski, je suis prof à la Fac de Paris et je suis le président de la Société française de santé digitale. J'ai un petit souci de caméra, ce qui fait que je suis obligé d'utiliser un système de secours et donc vous n'avez pas le magnifique fond que notre spécialiste de communication a préparé et que vous découvrirez tout au long de ce séminaire. Peu de disciplines doivent autant à la digitalisation que l'imagerie médicale au sens large, depuis l'acquisition des images avec les appareils qui sont contrôlés, pilotés par l'informatique, jusqu'à la téléradiologie qui permet de faire des diagnostics à distance sur des images aussi précises, voire plus précises que celles que l'on obtenait jadis par les systèmes proprement photographiques. C'est donc extrêmement important de voir ce que la téléradiologie peut apporter à la discipline qui est la vôtre, à quel point le fait de pouvoir voir des images à distance, les commenter, dans certains cas détecter des lésions que l'œil de l'opérateur le plus entraîné n'est pas susceptible d'identifier, permet de faire. Je pense par exemple à des tumeurs extrêmement débutantes au niveau d'une mammographie, par exemple, pratiquée à des fins systématiques, et d'autres images encore qui gagnent à être partagées au cours, par exemple, de réunions de concertation pluridisciplinaire entre un spécialiste de telle ou telle image situé à l'autre bout de la France ou du monde et puis l'auteur de l'image qui peut, dans certains cas, n'être qu'un technicien ou un collègue piloté à distance par le spécialiste qui va dire comment régler l'appareil de manière à obtenir l'image exactement qui va permettre d'identifier une lésion. Donc, je ne doute pas que vous allez bénéficier de ce séminaire qui va tout vous dire, en tout cas le maximum, et s'efforcer de répondre à vos questions. Nous avons énormément de spécialistes, de gens extrêmement versés en matière d'imagerie médicale et de téléradiologie pour vous répondre. Je vous souhaite donc une excellente session. N'hésitez pas non plus à nous faire part de vos commentaires de manière à ce que vous puissiez passer, comme Orlan vous l'indique actuellement, Orlan Say, spécialiste de la communication à la SFSD, à poser vos questions par le système qui se trouve en bas de votre écran. Bon séminaire à tous, profitez bien et faites-nous part de vos remarques sur ce qui a été bien, moins bien et ce qui a manqué pour que ce soit encore mieux la prochaine fois. Bon séminaire à tous. Bien, merci beaucoup Jean-Jacques pour cette introduction et je reconnais ton esprit dans ton introduction parce que tu as déjà fait un lien entre la téléimagerie et l'intelligence artificielle qui va impacter nos activités très fortement, mais ce n'est pas l'objet de ce séminaire. La téléradiologie, comme tu l'as dit, alors d'abord la radiologie est très structurante dans le parcours de soins des patients. Bien évidemment, c'est très important de le souligner, de le rappeler. La téléradiologie est un des outils qu'on utilise maintenant de façon de plus en plus importante. Et je pense qu'il faut bien rappeler les fondamentaux autour de cette nouvelle pratique. Et donc, merci de me donner l'occasion de rappeler ces fondamentaux qui sont essentiels. La téléradiologie ou la télémédecine de façon générale, c'est d'abord un acte médical et l'exercice à distance d'un acte médical. Et donc, il faut être très attentif aux dérives qui pourraient exister et qu'on connaît déjà, dérives qui iraient d'un acte médical ou d'un projet médical vers de la prestation de services. Ça, il faut vraiment s'en protéger. Et je pense que Lina aussi et Lauriane nous le diront tout à l'heure. Il faut d'abord se concentrer sur le projet médical. On met en évidence un besoin de téléradiologie, d'aller chercher de l'expertise et on construit avec les partenaires qui font appel à ce type de service un projet médical qui intègre le volet téléradiologie dans une organisation générale de la prise en charge des patients à l'échelon d'un territoire. Pour moi, ça, c'est extrêmement fondamental. Derrière, on retrouve les fondamentaux de l'organisation de la téléradiologie, qui sont bien évidemment le management des équipes, c'est aussi indispensable, et c'est le corollaire de ce projet médical qui permet d'associer l'ensemble des équipes, et je pense en particulier aux équipes paramédicales et aux manipulateurs, mais aussi aux secrétaires qui accueillent les patients et qui vont être capables d'expliquer aux patients comment s'organise
cette téléradiologie. Ensuite, il y a bien évidemment la gestion administrative et financière, parce que tout ça ne se fait pas sans des flux financiers, et c'est un contexte particulier, il faut savoir le gérer, il faut savoir créer les bons liens entre l'administration et le financeur qui est l'assurance maladie pour que cet organisme, cette organisation puisse être économiquement viable. Et puis évidemment, un volet très important qui est le volet technique, puisque pour pouvoir échanger, il faut des serveurs, il faut des identifiants patients, il faut des gestionnaires de PACS et il faut surtout des lignes et des réseaux performants et fiables. Donc ce sont ça les 4 fondamentaux: le projet médical, le management, la gestion administrative et financière, et on verra aussi le volet juridique avec l'INA, et aussi toute la problématique qui tourne autour des outils. Maintenant, une fois qu'on a posé ce cadre, quel est l'intérêt et pourquoi la téléradiologie doit se développer? On voit, on est dans une situation particulière de très forte tension sur le plan démographique, avec donc un nombre de médecins et de radiologues qui est au plus creux de la vague, et heureusement il va remonter. Et parallèlement, on a un vieillissement de la population, une augmentation de la demande de soins, puisque d'ici 2030, on a un doublement de la population de plus de 60 ans, et même chose pour les patients de plus de 85 ans. Et on sait malheureusement qu'en vieillissant, le nombre de pathologies chroniques, de cancers en particulier, augmente, ce qui justifie la pratique d'examens médicaux de surveillance itérative. Donc, on a ce phénomène, on a ce défi, et on a un autre élément qui est la surspécialité de la radiologie. De plus en plus, les radiologues sont très spécialisés dans un domaine, 2 domaines, mais sont bien évidemment généralistes, mais aussi ont cette compétence complémentaire. Et ça, c'est tout l'intérêt de la téléradiologie, c'est de pouvoir amener cette compétence et cette spécialité, cette expertise au plus près des territoires. Et on voit que la problématique de la prise en charge des territoires de santé, des territoires dits reculés, se pose dès maintenant. On voit les tensions qu'il y a cet été, notamment sur les urgences, et on a besoin de trouver des nouveaux modes organisationnels pour pouvoir aller amener de la compétence médicale, et radiologique en particulier, au plus près des territoires. Et donc, ça ne doit pas être de la prestation de service, et ce n'est pas simplement passer un contrat avec une société qui va garantir plus ou moins en disant, voilà, moi, je vais vous mettre des radiologues derrière un écran et ils vont débiter de la coupe. Ça n'est absolument pas les projets qui sont portés par les acteurs que l'on représente et au niveau et par la profession, par le Conseil professionnel national. Mais au contraire, c'est mettre à disposition des équipes, des projets organisationnels pour pouvoir amener cette compétence au plus près de la population qui en a besoin. Voilà rapidement ce que je voulais rappeler. Acte médical, il ne faut pas y déroger. Organisation d'un projet médical. Médico-organisationnel, c'est très important. La gestion administrative, le volet financier qui est important. Et tout cela a un coût et ça ne peut pas se faire simplement le financement doit être pérenne. Et donc, et surtout, amener de la compétence là où elle n'irait jamais dans les territoires. Merci beaucoup pour votre attention. Et bien entendu, on est prêt à répondre à toutes vos questions. Merci, Dr Verzeaux. Bonjour à tous. Donc, moi, je prends le relais pour vous parler quelques instants des enjeux réglementaires de la mise en œuvre de téléradiologie. Brièvement, je vais me présenter. Je m'appelle Lauriane Vigne, je suis directrice juridique conformité du groupe Medine Plus, donc CGTR, qui est un des opérateurs qui opère en matière de téléradiologie. Donc, concernant les enjeux réglementaires, aujourd'hui, clairement, comme l'a rappelé le Dr Verzeaux, ils sont de 2 ordres. Donc, on a d'un côté les enjeux qui sont liés à la pratique médicale de la téléradiologie à proprement parler, et puis il y a ceux qui sont liés à la partie technique de cette pratique médicale. Compte tenu du temps imparti, je vous propose de faire un focus uniquement sur les enjeux réglementaires qui sont liés à la pratique médicale de la téléradiologie.
J'ouvre juste une petite aparté. Si les enjeux qui sont liés à la partie technique pure vous intéressent, on a édité il y a en fin d'année un livre blanc sur le réseau Made in Plus qui est disponible sur notre site internet. Donc, n'hésitez pas à vous y référer. Il y a l'ensemble en fait des dispositifs réglementaires qui régissent l'activité de téléradiologie. Donc, comme le docteur Verzo vient de nous l'exposer brillamment au travers de l'acte médical, l'enjeu principal qui se pose au niveau réglementaire, c'est vraiment celui d'assurer cette prise en charge en fait du patient, une prise en charge de qualité, tout en sécurisant, et ça c'est vraiment important, la pratique médicale des médecins qui interviennent à distance. Les enjeux réglementaires sont attachés à la réalité du terrain, c'est-à-dire aux besoins des patients et donc in fine aux besoins des établissements demandeurs. La première étape, comme l'a dit le docteur Verzo, c'est partir du projet médical de l'établissement demandeur. Et à partir de ce projet médical de cet établissement, on en décline le projet télémédical. Et donc, à partir de là, le cadre réglementaire, lui, il se diffère en fonction des typologies des établissements. On a une particularité en France d'avoir différentes typologies d'établissements. On a les établissements de droit public, comme les hôpitaux, les centres de santé municipaux. Et on a également les établissements privés, tels que les cliniques ou même les structures d'exercice. Et chaque structure ou chaque établissement a sa propre particularité réglementaire. Alors, soit au niveau des conditions d'exercice du médecin téléradiologue, soit même au niveau du versement et de la perception des honoraires des médecins. Ce que je vous propose, c'est que, compte tenu en fait de cette diversité d'usages, juste de faire un focus sur un cas que nous on rencontre au sein du réseau Made in Plus CGTR avec les hôpitaux, où on a créé et mis en place une relation contractuelle tripartite qui est assez complexe dans son architecture, mais qui répond pleinement aux critères d'exigence et d'excellence qu'on a à cœur de maintenir sur notre réseau. Donc, d'une part, on a une relation contractuelle directe entre notre structure, notre écosystème avec l'hôpital. D'autre part, on a une relation contractuelle directe entre notre écosystème et le médecin. Et le plus important pour nous, c'est qu'il y a une relation directe entre le médecin radiologue et l'hôpital. Cette convention d'exercice, elle répond aux dispositions du Code de la santé publique, qui autorise les établissements de santé à contractualiser directement avec les médecins libéraux. Et pour nous, cette contractualisation, elle est primordiale. Alors, vous allez me dire pour quelle raison elle est primordiale. Elle est primordiale car elle garantit l'indépendance professionnelle et morale du médecin. Elle répond pleinement aux critères qui sont imposés par les recommandations des instances ordinales du G4 notamment. Elle garantit la perception directe par les médecins de leurs honoraires sans passer par une structure commerciale qui, je le rappelle, ne peut pas facturer des actes médicaux. Le médecin est le seul maître de la facturation de ses honoraires. Et donc, cette contractualisation, elle permet en fait d'assurer cette distinction claire, nette et précise entre les honoraires médicaux d'une part et les factures attachées aux prestations techniques, organisationnelles qui sont fournies par les industriels. Alors, ce cas d'usage particulier avec les hôpitaux sur notre réseau Made in Plus CGTR, il a pour conséquence, en fait, pour nous, de gérer plus de 10 000 conventions d'exercice par an. Et ça, clairement, c'est rendu possible aujourd'hui grâce à l'obligation de moyens qu'on nous impose, notamment au docteur Etmania, qui est président du groupe, et qui nous impose à tous, nous, médineurs, au sein de la structure, pour répondre, en fait, aux réalités du terrain. Et au travers, en fait, de ce cas d'usage, clairement, on voit que les enjeux réglementaires sont majeurs pour l'exercice de la téléradiologie. La multitude des cas d'usage et leur régime spécifique rend d'autant plus attrayant et important l'approche réglementaire qui se doit de répondre aux attentes du patient et des médecins. Donc, j'en ai fini pour ma partie. Je passe le relais à Nesrine. Merci en tout cas de votre écoute et naturellement, je répondrai à l'ensemble de vos questions à la fin des interventions. Merci. Merci Lauriane, merci Laurent et merci Jean-Jacques. J'espère que vous m'entendez bien. Alors, plein de choses ont été dites sur la téléradiologie. Alors, moi, je
Je commence peut-être mes propos introductifs par mon amour pour la radiologie, puisque j'ai fait ma thèse sur l'imagerie médicale. Donc, quand je vois que c'est une discipline qui va au-delà, donc Laurent l'a rappelé, Jean-Jacques aussi, de la téléradiologie qui va sur l'intelligence artificielle, on peut que féliciter d'avoir autant d'innovations dans ce domaine qu'on n'a pas forcément dans d'autres spécialités à ce jour en France. Alors moi, je vais vous parler d'un autre aspect, d'un aspect de data, parce que forcément, quand on est sur de la digitalisation, quand on partage des images, on partage des informations personnelles sur des patients, des informations intimes, et puis on a des réglementations pour ça. Donc, c'est pas toujours très sexy, mais c'est quand même assez nécessaire dans notre environnement actuel et en Europe de façon générale. Alors, vous avez sûrement entendu parler du RGPD, donc du fameux règlement général sur la protection des données. Mais ce n'est pas forcément une nouveauté en France, puisqu'on avait la loi informatique et liberté qui était déjà très, très stricte, très contraignante, qui prévoyait déjà pas mal de choses d'un point de vue sécurité, d'un point de vue droit des patients, etc. Mais c'est vrai qu'avec le RGPD, il y a eu comme une découverte de l'ancien temps, de l'ancienne réglementation. Donc, ça a fait un petit rafraîchissement. Et pour vous donner un petit peu un contexte, je vais commencer mes propos par un peu de définition, parce que c'est bien de savoir de quoi on parle quand on parle de protection des données personnelles. Alors là, des données personnelles, vous savez, c'est toute information, c'est une donnée qui me permet de révéler toute information sur l'état de santé du patient, que ce soit un état de santé physique ou mental. Donc y compris les prestations de services de soins. Donc, quand on est sur de l'imagerie et donc de la téléradiologie, forcément, vous avez une image d'un instant T de l'état de santé du patient, plus d'un compte rendu ou d'autres éléments cliniques que vous pouvez avoir pour pouvoir générer le rapport de téléradiologie. Donc, toutes ces informations-là, elles ne sont pas anonymes, parce que par définition, vous avez besoin de connaître le patient, vous avez besoin de connaître énormément d'informations sur son état de santé, et puis vous avez besoin de traiter des informations administratives le concernant pour pouvoir parfois faire de la facturation, etc. Et de l'identitovigilance, parce qu'il faut pouvoir donner l'examen, enfin le compte-rendu sur le bon examen, sur le bon patient au bon moment. Donc ça, c'est aussi très important. Donc c'est un fil rouge qu'on tire. Et donc, on n'est pas sur des données anonymes par définition. Donc, on est sur les données personnelles, les données personnelles de santé qui sont les plus sensibles que nos données bancaires, puisque là, ça touche à nos libertés fondamentales, comme les données biométriques, les données sur la religion, sur l'appartenance syndicale, politique, etc. Donc ça, c'est le premier point. C'est-à-dire que on manipule beaucoup de choses technologiques, mais derrière chaque image, derrière chaque ligne de données, c'est un individu qui a des droits et qui a une vie à protéger, donc sa vie privée. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, quand on parle de traitement de données, c'est assez large, traitement de données. Le fait de voir la donnée, d'y accéder, c'est un traitement. Le fait de l'envoyer, le principe de la téléradiologie, c'est qu'il y a une transmission d'informations, c'est un traitement. Le fait de la stocker, c'est un traitement, et d'utiliser, de la manipuler également. Donc, vous voyez, c'est très, très large. Donc, en fait, le traitement de données personnelles dans le domaine de la téléradiologie, il recouvre tous ces processus-là qu'on appelle le cycle de vie de la donnée. À partir du moment où vous l'obtenez, jusqu'au le moment où vous la détruisez. Sachant que dans le domaine de la santé, on a des règles de conservation assez longues, parce que selon que c'est une personne majeure ou mineure, c'est 20 ans dans le milieu hospitalier, mais le libéral, c'est un peu raccordé à ça, c'est 20 ans à partir du dernier acte, donc il y a des spécificités particulières, et ça, ce n'est pas le RGPD, c'est bien la loi française et le Code de la santé publique. S'ajoute à ça des délais de conservation qui peuvent être plus longs, des délais de prescription quand vous avez des litiges. Voilà, donc ça, je ne vous souhaite pas d'avoir des litiges, mais quand vous avez ce genre de contentieux, c'est bien d'avoir les pièces pour pouvoir se défendre. Et donc voilà, donc ce qui justifie des durées de conservation plus longues. Donc, par définition, pour conclure, vous avez à la fois des données personnelles, donc pas anonymes, de vraies personnes sensibles, que vous gardez longtemps et que vous traitez dans un écosystème où vous les partagez à droite et à gauche pour répondre à un vrai besoin, prendre en charge le patient in fine. Donc, vous voyez, vous êtes un petit peu dans un triptyque où vous devez appliquer énormément de lois et toutes les plus contraignantes. Donc, ça, c'est un peu pour vous poser un peu le cadre de ce qu'on a aujourd'hui. C'est pour ça que dans les relations entre, le patient, 2, le radiologue, ensuite le fournisseur qui fournit la solution de téléradiologie pour faire les transmissions et les échanges, et ensuite le téléradiologue qui va faire justement l'acte de téléradiologie, vous avez tout un cheminement et toute cette chaîne de personnes et donc de données doit être sécurisée.
bout en bout, si je puis dire. Et donc ça, c'est important que quand un radiologue qui va initier un acte de téléradiologie ait conscience aussi d'avoir eu le consentement du patient à l'acte lui-même et d'avoir bien donné l'information sur le traitement de ces données-là à ce patient-là. L'information qui doit être claire, lisible, compréhensible, donc pas forcément dans des termes juridiques, techniques très compliqués, justement. Il faut éviter, il faut rentrer dans les clous, mais en étant le plus accessible possible pour le patient, parce qu'il est en droit de refuser. Donc voilà, donc ça, de s'opposer à cela. Donc s'il refuse l'acte de télémédecine ou téléradiologie, par définition, vous ne pouvez pas traiter ces données. Et s'il accepte l'acte de soins et qu'il vous dit « je ne veux pas quand même que vous traitiez mes données », donc ce n'est pas possible. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut bien décorréler les choses. Et donc voilà, le RGPD, pour revenir à ça, toute cette réglementation-là, elle s'applique à tout. L'objectif, c'est d'uniformiser les droits européens, d'étendre le champ territorial, d'avoir une force, parce qu'en Europe, ce qu'on aime bien, c'est le soft power, c'est qu'on ne répond pas forcément toujours par la techno, on répond par les lois, c'est bien dans un certain sens. Mais du coup, quand aujourd'hui on applique le RGPD dans le domaine de la téléradiologie, on voit que, en tout cas nous, c'est notre expérience en tant que délégué à la protection des données, c'est qu'on voit qu'il y a deux biais, on va dire. Le premier, c'est l'information, le consentement, information du patient. Effectivement, le patient, il doit avoir l'information, il doit avoir ce que j'ai dit, tout ce qui est clair, etc., et s'opposer. Et souvent, ce n'est pas forcément tracé, ce n'est pas fait par écrit, c'est parfois fait à l'oral. Quand c'est fait par écrit, c'est vrai que c'est long, il faut pouvoir garder la trace. Puis voilà, j'apprends pas, je sais que Lina, qui viendra par la suite, vous parlera de responsabilité. Il y a énormément de sujets sur la preuve de l'information claire, du consentement, etc. Et c'est assez lourd quand on est médecin, professionnel de santé, de devenir d'un coup juriste expert sur ces sujets. Donc voilà, donc ça, c'est tous ces biais-là qui sont vraiment importants et qu'on retrouve d'ailleurs dans le domaine de l'intelligence artificielle par ailleurs. Et je trouve que voilà, on a encore pas mal de travaux à faire, à sensibiliser davantage les médecins, à leur donner peut-être des outils techniques, juridiques pour voilà, se protéger et aussi protéger finalement le patient. Ça, c'est le premier biais. Le deuxième, c'est que forcément, quand vous êtes un cabinet de radiologie, alors ça dépend de la taille, vous n'avez pas forcément une équipe juridique telle que potentiellement les fournisseurs peuvent avoir. Et donc, effectivement, on peut avoir parfois des déséquilibres. Donc, voilà, donc ça, c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir un bon juste milieu des négociations dans ce qu'on appelle l'accord de traitement de données. Parce que quand vous signez avec un fournisseur en tant que cabinet de radiologie ou radiologue libéral ou clinicien hospitalier, etc., de même pour le fournisseur, il faut avoir un accord de traitement de données personnelles en plus de l'accord commercial, etc., qui permet de dire qui fait quoi, qui est sous-traitant, qui est responsable de traitement. Et là, hop, on rentre dans des nouvelles définitions. Et là, c'est important de garder en tête, quand on est médecin, radiologue, quand on va utiliser un outil de téléradiologie, certes, on va beaucoup s'appuyer sur l'outil qui va stocker les données, qui va transmettre, qui va sécuriser plein de choses, mais le responsable de traitement, à la fin, c'est le médecin. C'est celui qui choisit d'utiliser ce moyen-là et de faire de la téléradiologie, ce qu'on appelle la finalité. Et donc ça, il ne faut pas l'oublier. Voilà, par contre, le fournisseur, il a d'autres responsabilités, il doit vous assister, vous conseiller, et ça doit être écrit quelque part. D'où l'enjeu de l'accord, et il faut demander des garanties de sécurité. Alors, il n'y a pas que le chiffrement, etc. Il y a plein de sécurité technique et de la sécurité organisationnelle. Donc voilà, donc ça, c'est important de garder ça en tête, et souvent, nous, on voit que c'est des choses qui ne sont pas tout à fait maîtrisées par des professionnels de santé, ce qui est normal, parce que ce n'est pas leur métier. Voilà, donc un peu les deux biais que je voulais aussi vous en parler. De façon générale, la téléradio, c'est quelque chose qui existe depuis quand même assez longtemps. C'est assez normé, il y a énormément de guidelines, de la SAFER, tout ce qui est savante dans le domaine. Et puis les radiologues, vous travaillez de base beaucoup avec la technologie, vous avez l'habitude de travailler avec des fournisseurs de solutions sur les IRM, sur les scans, etc. C'est un peu le même esprit, mais je pense que les deux biais d'avoir un vrai accord de traitement et de bien gérer les droits des patients, c'est le plus important. C'est vraiment les deux informations à garder, si je puis dire, à la fin de mon intervention. Et d'essayer de s'entourer au maximum de quelques personnes qui maîtrisent la technique, de déléguer à la protection des données si vous avez des obligations de la sorte, ou en tout cas des experts qui vous accompagnent, parce que derrière, c'est quand même des datas qui sortent.
de votre cabinet. Il faut bien s'assurer qu'elle ne soit pas utilisée pour d'autres fins que ce que vous avez décidé contractuellement. Et ça, c'est important. Voilà, parce que sinon, vous avez des responsabilités et c'est Lina qui va… Excellente transition, Nesrine. Merci beaucoup. Déjà, bonjour à tous et à tous. Effectivement, on va conclure ce webinaire, en tout cas cette première partie, avant de vous donner la parole sur la question de la responsabilité, parce qu'après tout, c'est peut-être la question que vous avez en tête. Quelle responsabilité lorsqu'on est téléradiologue? Quelle responsabilité quand on est un établissement et qu'on fait appel à un service de téléradiologie? Alors peut-être, pour reprendre l'ensemble des propos qui ont été dits, on va procéder de manière linéaire et revenir sur ce que disait Laurent tout à l'heure. La téléradiologie reste un acte de télémédecine qui, d'un point de vue réglementaire, est un acte médical. Donc forcément, la responsabilité qui est encourue quand on pratique la téléradiologie, eh bien c'est la même que celle que l'on encourt lorsqu'on pratique un acte médical. C'est la responsabilité médicale pour faute, telle qu'on la retrouve dans le Code de la santé publique. Alors là, je m'adresse bien sûr aux professionnels médicaux qui pratiquent la téléradiologie. J'envisagerai la responsabilité ensuite de ceux qui proposent justement comme de mettre en lien des établissements avec des médecins, donc qui proposent l'organisationnel. Alors, je reviens sur la responsabilité du téléradiologue. C'est donc une responsabilité médicale classique, c'est-à-dire une responsabilité médicale pour faute. On va demander au téléradiologue de venir effectivement rendre compte si on estime que du fait de sa téléinterprétation, un dommage a pu être causé au patient, un patient qu'il n'a pas pu voir peut-être physiquement ou pour lesquels il a eu des informations uniquement grâce à un collègue qui est sur site et qui, lui, par contre, voit le patient. La responsabilité est donc une responsabilité pour faute. On va venir regarder si le téléradiologue avait bel et bien toutes les informations utiles et suffisantes pour pouvoir se positionner et pour pouvoir effectivement donner son diagnostic ou une orientation diagnostique. Les méthodes, vous voyez bien, juridiques pour apprécier cette faute ne changent pas. On va pouvoir engager la responsabilité du téléradiologue si effectivement il s'est positionné sur un dossier alors que objectivement, il n'y avait pas suffisamment d'informations, alors que les images n'étaient pas suffisamment nettes, pas de qualité. Et là, effectivement, si le téléradiologue s'est positionné et que derrière, il a donc fait une erreur diagnostique que l'on va qualifier de fautive, sa responsabilité sera engagée. Et de là, à mon avis, une autre idée vous vient en tête en disant « oui, mais ce n'est pas de sa faute s'il a eu des données insuffisantes. Quelque part, c'est qu'on lui a donné des données insuffisantes. C'est que le collègue qui a récolté cette donnée, qui a manipulé, si je parle du manipulateur, le patient, qui l'a vu physiquement, il n'a pas fait correctement son job. » Eh bien, là aussi, c'est au téléradiologue de se mettre en position pour pouvoir rendre un diagnostic que l'on va considérer comme étant un diagnostic qualitatif. Si le manipulateur, je prends l'exemple du manipulateur, sur place n'était pas, donc, parce que ce n'est pas lui le spécialiste, donc n'a pas fait les images qu'il fallait ou n'a pas mis le patient en position de classique pour pouvoir récolter en fait l'information suffisante pour le téléradiologue, alors le manipulateur ne pourra pas, sauf si le téléradiologue lui a donné des ordres et qu'il a mal exécuté ses ordres, ne pourra pas voir sa responsabilité aussi être engagée. Je reviens quand même sur ce point, parce qu'on a eu juste un cas de jurisprudence, un cas de jugement du tribunal administratif de Grenoble qui s'est justement positionné sur un cas, alors c'était pas, on n'est pas tout à fait sur de la téléradiologie, on était sur un cas effectivement de téléexpertise où nous avions un médecin urgentiste et un neurologue, où là précisément le neurologue s'est positionné sur des données qui avaient été données par le médecin urgentiste, qui ont été considérées après coup comme étant de mauvaise qualité, et malgré tout le neurologue s'est positionné. Et quand on s'est rendu compte qu'il avait mal fait, il s'est retourné contre l'urgentiste qui est venu dire « mais moi, j'ai donné ce qu'on m'a demandé de donner » et le tribunal administratif venant dire « bah non, en fait, la responsabilité est à vous deux. Vous auriez dû vous mettre tous les deux en position de manière à ce que finalement la prise en charge du patient soit qualitative. » Donc, réappliquer à la téléradiologie, c'est exactement le même raisonnement. Donc, le téléradiologue encourt la même responsabilité et cette responsabilité, on peut peut-être l'envisager
plutôt de manière solidaire, lorsque vous êtes deux, à effectivement concourir à la prise en charge du patient. Alors, je ne sais pas si je suis claire là-dessus, mais si c'est clair, on va avancer. Donc, on est bien sur une responsabilité médicale pour faute. On peut aller vers une responsabilité médicale qui peut être partagée lorsqu'on est plusieurs à concourir à cette prise en charge. Troisième point, on a entendu tout à l'heure, et Lauriane l'a dit clairement, que pour pouvoir mettre en lien un téléradiologue avec un établissement et au sein de cet établissement, un professionnel qui va prendre en charge le patient physiquement, il y a donc toute une organisation à mettre en place. Et cette organisation est proposée par des prestataires qui vont non seulement proposer cette organisation, mais également les outils qui vont permettre cette connexion. Et ces outils doivent être effectivement de haute qualité pour permettre aux téléradiologues d'avoir accès sans difficulté aux données, aux images qui doivent être aussi qualitatives. Ce prestataire, si vous voulez bien, on va l'appeler le tiers technologique. Ce prestataire s'engage aussi à cette qualité de mise en relation, à cette qualité de l'outil. En cas de défaillance de cette qualité, lui aussi engage sa responsabilité. Ça, c'est aussi important. Alors, est-ce que pour autant, on peut dire que ce prestataire engage une responsabilité médicale? Bien sûr que non, puisque le prestataire n'est pas en charge de la prise en charge médicale du patient. Par contre, il engage sa responsabilité en tant que fournisseur, justement, d'outils, en tant que proposition, en tant que celui qui propose une organisation qui permet à ce téléradiologue, effectivement, et à l'établissement de prendre en charge médicalement le patient. Donc, il engage aussi sa responsabilité en qualité de tiers fournisseur de moyens. Nesrine disait très justement que tout cela générait de la donnée. Et là, je fais état de ce que tu évoquais tout à l'heure, le RGPD, la loi informatique et liberté, que je vais, si tu veux bien, nommer loi sur la protection des données. Toute cette circulation de données, qui est en plus une donnée dite sensible, va forcément aussi générer des obligations et des responsabilités. Donc, autrement dit, il va falloir effectivement, dans l'organisationnel, déterminer, comme le disait justement Nesrine, qui porte les responsabilités de quoi, sans pour autant qu'il y en a un qui puisse se dédouaner sur l'autre. C'est une responsabilité du type collective. Donc, si je veux faire un petit bilan, donc c'est une responsabilité médicale qui s'applique pour le téléradiologue, que l'on va peut-être aussi envisager comme étant plutôt collective lorsque, à la prise en charge médicale du patient, eh bien, on compte à la fois le téléradiologue, mais aussi celui qui est sur site, qui sur site prend en charge le patient. On a aussi la responsabilité du tiers technologique et aussi une responsabilité qui est plutôt partagée en ce qui concerne effectivement la circulation de la donnée. Donc, c'est générateur de responsabilité, certes, mais quel type de responsabilité? Eh bien, les responsabilités dites classiques, une responsabilité civile. Quand on parle de responsabilité médicale, on engage aussi une responsabilité civile, c'est-à-dire que tout dommage ayant été causé au patient du fait de cette prise en charge particulière, eh bien, ou même cette prise en charge tout court, va générer possiblement donc un dommage qui doit être indemnisé si ce dommage a pour cause une faute. Et donc, cette indemnisation, elle va être prise en charge en principe par votre compagnie d'assurance, à condition bien sûr que vous soyez assuré pour cela. Donc, une responsabilité civile qui a pour but d'indemniser le dommage ayant pour cause donc une faute médicale ayant entraîné donc, un dommage au patient. Donc, une responsabilité civile, souvent assumée donc, par vos polices d'assurance, mais aussi, et ça n'est pas impossible, une responsabilité pénale. Si le téléradiologue s'est mis en position a fait un diagnostic qui s'est avéré être un faux diagnostic, qui a entraîné justement une erreur, un retard de prise en charge, et ce retard de prise en charge a entraîné la mort du patient. Eh bien, on pourra effectivement envisager une responsabilité pénale pour homicide involontaire, à la fois à l'égard du téléradiologue, mais encore une fois, on pourra aussi l'envisager à l'égard de l'établissement qui n'a pas aussi mis en place des éléments d'alerte qui auraient pu effectivement éviter que le téléradiologue se trouve dans cette position-là. Donc, on peut engager la responsabilité pénale des acteurs dans ce cas de figure-là.
Et puis, on est toujours dans une pratique médicale, donc on doit aussi envisager la responsabilité ordinale du téléradiologue qui, en agissant de la sorte et qui ne s'est pas mis en position de pratiquer un soin consciencieux et attentif, eh bien, peut être aussi amené à voir sa responsabilité ordinale être engagée. Donc, autrement dit, si vous faites le bilan, je reviens sur le début de mon propos, l'acte de téléradiologie reste un acte médical avant tout et engage les mêmes responsabilités. La petite différence, effectivement, c'est que pour cet acte, il y a plusieurs autres acteurs qui interviennent, en ce compris donc le tiers technologique qui va aussi engager sa responsabilité si les outils qu'il propose, si l'organisation qu'il propose est défaillante et contribue justement à la réalisation du dommage. Et puis, bien évidemment, cette responsabilité en lien avec les données, comme le disait très justement Nesrine. Voilà donc un panorama assez rapide sur toutes les responsabilités que peut potentiellement générer une pratique de la téléradiologie. Je redonne peut-être la parole à Orlane afin que les questions, puisque j'ai vu que quelques questions étaient posées, puissent être abordées. Oui. Alors, on a une première question de M. Melfer qui demande si le consentement dit éclairé du patient peut porter sur l'usage et la conservation des données ainsi que les traitements de celles-ci. Dans le cas d'un usage des images, par exemple pour l'apprentissage d'un processus d'IA, quid du RGPD, en particulier du droit à l'oubli, n'y a-t-il pas lieu d'établir un double consentement, celui de la finalité première, le diagnostic, et un autre sur un don définitif de ces données au traitement, lié à la recherche, à l'amélioration des outils, bref, à des traitements pas nécessairement encore spécifiés? Je vais peut-être prendre la réponse à la question. Il y a forcément un consentement à l'acte qui est à part. C'est un consentement à l'acte médical, voilà, qui implique qu'on traite des données personnelles pour faire l'acte. Comme quand vous allez chez le médecin de façon normale, je vais dire, vous êtes consentant à la consultation, donc il a besoin de traiter vos données personnelles, carte vitale et maladies, etc. Donc ça, c'est un consentement à part. Tout ce qui est réutilisation des données pour autre chose que la finalité première, effectivement, il faut informer le patient de façon spécifique. Après, est-ce que vous allez appliquer du consentement, donc qu'on appelle de l'opt-in, ou de la non-opposition, de l'opt-out? Ça va dépendre justement du cadre réglementaire de la réutilisation de données que vous voulez faire. Et là, vous allez vous entrer dans des cadres autorisation CNIL ou méthodologie de référence ou autre. Et là, ça va entraîner le mode d'information du patient. Alors moi, je suis pas très à l'aise avec le côté don définitif, parce qu'on ne donne pas ces données. Justement, alors moi, quand j'avais fait ma thèse sur l'imagerie, c'était il y a 5 ans, ma soutenance, mon directeur de thèse, Jérôme Peignet, qui est brillant, m'a posé cette question: «Nesrine, les prochaines années, vous travaillerez sur à qui appartient l'image?» Voilà, on était avant le RGPD, là, à qui appartient l'image médicale? Voilà, aujourd'hui, il n'y a pas en loi française un droit de propriété sur les données du patient. Il y a toutes les notions, Lina pourra en parler, de base de données sur ce qui est droit de propriété intellectuelle par ailleurs, mais il n'y a pas cette notion de don. Donc, on peut pas, il peut pas donner ces données pour une réutilisation sans que ce soit spécifique, mais juste d'une manière générale. Donc, en général, comment ça se passe? Il y a une réutilisation de données, c'est dans le cadre d'un projet de recherche, par exemple. Vous mettez, si possible, sur la finalité d'intérêt public, vous êtes sur une information avec une non-opposition, et voilà, comme ça que ça se passe. Il faut avoir la traçabilité que le patient a reçu l'information. Il peut s'opposer, il peut retirer son autorisation, entre guillemets, et vous arrêtez de traiter ces données. Voilà, donc je ne sais pas si ça répond à la question de monsieur Melfer, je crois qu'on se connaît en plus. On peut peut-être ajouter quand même que l'utilisation des données à des fins de recherche, elles sont de toute façon anonymisées. Ah, ça, c'est un autre débat sur qu'est-ce qu'on appelle anonymiser. Parce que l'anonymisation pour la CNIL, ce sont des données agrégées, hein, on dit stricto sensu ce qu'elle donne comme ligne directrice. Sauf que dans les images, en tout cas, dans tous les projets d'IA que j'ai vus, si vous voulez garder que les pixels, vous n'avez pas grand-chose. Et sur les images, vous avez souvent le sexe, éventuellement, dont vous avez besoin. Vous avez peut-être une tranche d'âge ou même l'âge directement dont vous avez besoin pour l'IA.
En général, quand on a de l'image, c'est bien d'avoir aussi de la NAPAT. Donc, on commence à avoir énormément de data qu'on ajoute. Et là, je ne crois pas qu'on puisse parler d'anonymisation à l'avenir. Parce que l'anonymisation, c'est irréversible. C'est-à-dire, c'est aujourd'hui et à l'avenir. C'est-à-dire qu'on s'engage que ce qu'on a, même avec ce qu'il va avoir comme nouvelle technologie, à l'avenir, ce n'est pas même plus possible de revenir vers le patient. Et voilà, donc l'anonymisation, c'est vraiment un terme, je pense qu'il faut prendre avec beaucoup de précautions. Nous, on aime parler de déidentification. Donc, avec le standard d'ICOM, on peut avoir déjà des standards de déidentification. Mais vous avez souvent une table de correspondance quelque part. Alors, vous, entre vos mains ou quelqu'un d'autre. Même si vous n'avez pas entre vos mains la possibilité de refaire cette réidentification de patient et qu'elle existe, voilà, quelqu'un, voilà, effectivement, un hacker doit taper dans 2 bases de données, mais oui, c'est possible. Ce n'est pas de l'anonymisation. Donc, c'est assez difficile. Hein. Oui, le sujet reste effectivement complexe. Ouais. Et à partir d'un dossier médical, on peut retrouver, même sur un dossier dit anonymisé, s'il y a une pathologie particulière, on peut très bien remonter et savoir à qui appartient le dossier. Surtout si on a l'identité du prescripteur, ou en tout cas de celui qui avait réalisé l'examen qui l'a prescrit. Bien, merci beaucoup. Il y avait d'autres questions, notamment sur la responsabilité des manipulateurs. Oui, Madame Fleurier qui demande quelle responsabilité pour les manips radio qui vont réaliser l'examen sans présence du radiologue lui-même à distance. Alors, moi, je veux bien répondre sur ce point. Le nouveau décret, qui est plus très nouveau, d'exercice des manipulateurs, autorise le manipulateur à exercer seul dans certaines conditions, et alors qu'antérieurement, il devait exercer avec la proximité immédiate d'un médecin pouvant intervenir immédiatement. Donc, on n'est plus dans ce cadre-là. Donc, il n'y a pas du tout. Donc, le manipulateur peut parfaitement exercer, mais il exerce toujours sous la responsabilité du médecin qui a demandé l'acte, et le médecin demandeur de l'acte, dans ce cas de figure, ce n'est pas le médecin demandeur urgentiste ou le clinicien qui a demandé l'acte, c'est le radiologue qui va téléinterpréter l'examen, qui confie au manipulateur à distance la réalisation de l'acte selon le protocole qu'il a déterminé. Donc la responsabilité du manipulateur, elle est simplement engagée dans la bonne réalisation de l'acte. Et c'est le médecin, même si c'était les radiologues, comme ça a été précisé tout à l'heure, qui engage sa responsabilité dans la réalisation de cet acte médical. Et donc, il doit, comme l'a dit Lina tout à l'heure, se donner les moyens. Et si l'acte est insuffisamment bien réalisé, il doit le faire refaire, ou doit demander une série supplémentaire pour pouvoir avoir les moyens de faire son interprétation dans de bonnes conditions. Donc, la responsabilité du manipulateur, elle est extrêmement réduite, et de toute façon, il exerce sous la responsabilité du médecin radiologue. Elle pourrait être engagée en cas de chute d'un patient, par exemple, de la table, c'est une des premières causes, mais là encore, c'est le médecin, même à distance, si informé que les conditions de réalisation d'examen ne sont pas optimales et qu'il y a un risque de chute, devrait dire ne réalisez pas cet examen, ou vous ne pouvez pas réaliser cet examen seul, allez chercher, conforter l'équipe et que l'examen vous soyez accompagné. Donc là encore, c'est la responsabilité du médecin et pas celle du manipulateur. C'est très important de le rappeler, parce que les manipulateurs qui exercent à distance peuvent parfois se sentir vraiment un peu isolés, et ils ne sont pas isolés. Ils sont sous la responsabilité du téléradiologue en l'occurrence. D'accord, merci. Autre question de Louise. Que penser des entreprises privées de télémédecine qui salarient leurs médecins via des centres de santé pour pratiquer la téléradiologie? Là encore, moi je veux bien répondre. Le problème est de savoir si on est, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le cadre d'un projet médical. Une société est décidé de salarier des médecins parce que c'est leur choix, ça peut très bien fonctionner, pour autant qu'on reste bien dans le cadre d'un projet médical, d'un exercice médical à distance, et non pas d'une prestation de service. Donc, ça veut dire que ce médecin, qui soit salarié ou pas salarié,
doit de toute façon valider les demandes d'examen, comme ça a été précisé, vérifier le consentement du patient qui doit être informé que son examen va être téléinterprété. Donc, tout ce qui a déjà été décrit, que tout ça est bien organisé. Derrière, bien évidemment, il a sa liberté de conduire l'examen comme il l'entend, et ça, c'est l'essentiel. Donc, à partir du moment où on ne déroge pas de l'exercice de la médecine, c'est un mode d'exercice comme un autre, et ce n'est pas nécessairement dévalorisant. Je voudrais revenir, il y a une question sur le produit de contraste, ça c'est très important. Le manipulateur ne peut injecter effectivement de produits de contraste sans médecin, non. Il doit pouvoir, l'injection de produits de contraste doit être encadrée par des protocoles de réalisation de ces injections. Et donc, il faut qu'il y ait la possibilité, en cas d'allergie ou de choc à l'iode ou d'autres produits de contraste, que les choses soient très clairement organisées et qu'on puisse savoir où un urgentiste présent, ou un médecin clinicien demandeur d'examen présent. Tout ça, ça s'encadre dans des protocoles qui doivent être signés dans le cadre du projet médical d'organisation de la téléradiologie. Et un manipulateur ne peut pas seul injecter un produit de contraste s'il n'y a pas ce protocole qui précise ce qu'il doit faire et à qui doit faire appel en cas de difficulté ou de réaction allergique. Je vais effectivement, donc merci Laurent parce que c'est très précis. Et juste rappeler effectivement sur les manipulateurs radio qu'il y a en fait, ils ont un décret de compétence. Ça, c'est important. Donc, un décret de compétence, ça veut dire qu'en fait, tout ce qui est dans ce décret, ils peuvent le faire. Tout ce qui n'est pas dans le décret, ils ne peuvent pas le faire. Et s'ils le font, on est sur un exercice illégal. Donc effectivement, ils engagent à la fois leur responsabilité pénale et civile. Donc, ça, c'est important. Et comme tu l'as dit très justement, dans ce décret de compétence, en fait, il y a, pour faire simple, 3 niveaux. Les actes qu'ils peuvent réaliser seuls, des actes qu'ils peuvent réaliser avec un médecin pas loin et les actes qu'ils doivent réaliser avec effectivement la supervision directe d'un médecin. Donc ça, c'est très important. Alors, l'objectif, ce n'est pas de reprendre ces 3 catégories, mais pour répondre aussi à la question de madame, c'est en fonction de ce que vous évoquez quand vous posez la question, le manipulateur radio peut-il être seul? Tout dépend en fait de l'acte que vous visez. Mais je ne reviens pas sur ce qu'a dit très clairement Laurent concernant l'injection, parce qu'effectivement, là pour le coup, ce qui a été dit est conforme à ce qui est prévu dans le décret. Donc ça, il faut bien faire attention. Donc le manipulateur radio, si l'acte que vous visez est un acte pour lequel il doit être assisté par un médecin et qu'il le fait seul, il engage sa responsabilité à la fois civile et pénale. Donc ça, c'est important. Et puis, je vais revenir par contre sur le centre de santé. Effectivement, on voit de plus en plus apparaître, parce que ce qu'on évoquait aujourd'hui dans ce webinaire, c'est bien la téléradiologie telle qu'elle est pratiquée depuis des décennies. Donc, on est sur des téléradiologues mis en lien avec des établissements de santé qui proposent du coup cette prise en charge avec des équipes hospitalières qui font le relais du téléradiologue. Là, on voit de plus en plus apparaître des nouvelles initiatives. Ce sont effectivement des entreprises privées à but lucratif qui mettent en place des centres de santé un peu partout en France. Et ces centres de santé sont en lien avec des cabinets locaux qui sont dotés d'un manipulateur radio qui va accueillir le patient, faire les examens, et puis le tout est envoyé au téléradiologue qui n'est pas du tout sur place. Donc ça, c'est effectivement une nouvelle forme de proposition de téléradiologie. C'est en cours d'analyse par rapport à la qualité de la prise en charge par les instances, notamment les instances ordinales, parce que la question se pose de savoir comment ce type de prise en charge permet de garantir quand même un soin qualitatif auprès du patient. Donc, est-ce que c'est ça que vous visiez, madame, quand vous posiez la question? Parce que si c'est ça, sachez effectivement que c'est une initiative que nous avons observée et qui est en cours effectivement d'analyse. Et si je peux me permettre, Lina, pardon,
C'est vrai que pour les centres de santé, notamment municipaux, le cadre réglementaire est très strict. Donc, quand vous parlez de salariat, en fait, justement, les textes sont tels qu'on n'a pas d'autre option que de passer par du salariat pour les médecins. Donc, je ne sais pas effectivement si c'est cette approche que vous envisagez ou pas dans votre question, mais ça montre en fait toute la complexité justement du système pour s'adapter aux structures actuelles. Donc, vous voyez, pour les établissements publics, on a un schéma. Pour les centres de santé municipaux, c'est un autre schéma. Et donc, tout cet aspect réglementaire, il faut y prendre, faut les prendre en compte et s'adapter. Donc, il y a effectivement, comme disait Dina, toute une étude en cours qui doit également prendre en compte les besoins du terrain. Et juste, avant de passer le relais, peut-être rappeler quelque chose qui n'a pas été dit, et je m'en excuse parce qu'on évoquait tout à l'heure l'acte médical. Monsieur Malfer, effectivement, évoquait aussi l'information du patient. Il y a bien juste un point, et je pense que c'est le rôle de la SFDC aussi de souligner, que l'on a vu apparaître sur le terrain. C'est le développement de la téléradiologie a surtout fait de cet acte un acte technique, Lauriane le disait tout à l'heure, là où le patient attend quand même une prise en charge médicale, c'est-à-dire une relation de soins avec l'équipe qui le prend en charge. S'il y a bien quelque chose sur lesquels il faut continuer à réfléchir pour améliorer encore le retour patient sur cette prise en charge, c'est bien le fait que certes, le patient ne voit pas physiquement le téléradiologue, et donc, il ne faut pas hésiter aussi à donner la possibilité aux patients d'avoir un contact avec le téléradiologue de manière synchrone ou asynchrone, mais la relation de soins c'est avant tout une relation de soins. Donc, peut-être que le patient a besoin à un moment donné d'avoir le retour humain du téléradiologue verbalisé. Donc, ça, c'est vraiment important. Et aussi, souvent, le développement de la téléradiologie fait que le retour du téléradiologue se fait de manière asynchrone. C'est-à-dire que le patient vient faire l'acte et les résultats lui sont donnés 24, 48 heures, 72 heures plus tard. Et ça, c'est complexe pour le patient de comprendre pourquoi, alors qu'il est très anxieux, d'avoir ce retour 3 jours plus tard. Donc, il y a peut-être ce point-là qu'il faut peut-être améliorer. Ça, je veux bien reconnaître. Et ça fait partie aussi de l'acte médical. Oui, mais si je peux me permettre, il y a aussi une demande de plus en plus pressante des établissements demandeurs qui, justement, souhaitent que l'interprétation soit maintenant en direct synchrone et qu'il n'y ait plus ces délais d'interprétation, justement, pour rassurer le patient et rassurer cette qualité de prise en charge. Voilà, c'est toute la problématique. On revient sur la construction du projet médical et d'avoir une activité qui est, par les téléradiologues, qui est dédiée à cette activité, qui permet d'avoir une relation directe avec les manipulateurs en live. Et donc, ce que j'évoquais tout à l'heure, le besoin de faire une séquence supplémentaire ou de compléter par une injection. Enfin, c'est vraiment de l'exercice de la radiologie à distance. C'est plus compliqué que de faire une interprétation en différé, mais c'est bien ça comme ça quand nous on conçoit les choses. Ensuite, pour répondre à la question de M. Bron sur que se passe-t-il quand il y a une défaillance technique, eh bien là aussi, ça fait partie du projet et des conventions qui sont passées. Il faut trouver un plan B, c'est-à-dire que quand l'examen ne peut pas être transféré, ne peut pas être téléinterprété, il faut avoir dans le protocole et dans l'organisation eh bien, une solution qui réponde à ces difficultés et d'avoir à ce moment-là un relais local qui va prendre en charge cette vacation, cette activité. C'est très important et tout ça, ça participe effectivement du projet médical. Moi, je suis désolé, mais je vais devoir… on avait prévu 1 heure, c'est ça, non? Oui, il nous reste encore des questions. Oui, je peux peut-être… merci, docteur. Je vais vous laisser parce que j'ai une vacation qui reprend et je vais essayer de ne pas être en retard. En tout cas, merci beaucoup. J'espère qu'on a répondu à la majorité des questions posées. J'ai vu une question sur la tarification entre deux établissements privés. Et ça, Lauriane pourra répondre, j'imagine. Merci beaucoup. Merci Laurent, au revoir. À très bientôt et merci pour l'invitation. À bientôt.
On peut peut-être continuer. Merci Laurent. On peut peut-être continuer quand même à répondre aux questions qui ont été. Alors, Lina, je voulais juste rebondir sur les propos justement du docteur Verzo sur en cas de défaillance en fait de l'outil, il y a des procédures qui peuvent être mises en place, des procédures que nous on appelle des procédures dégradées qui permettent en fait d'expliquer quoi faire en cas de problèmes techniques et comment s'organiser. Mais c'est pour ça que c'est important et on revient aussi par rapport au partage de responsabilités, qui fait quoi, à quel moment sur la prise en charge du patient. C'est important en fait qu'il y ait des écrits, donc il faut pas hésiter à partir comme on dit, du projet médical, le décliner dans le projet télémédical et accompagner tout ce projet au travers d'écrits. Comme ça permet de clarifier le rôle de chacun dans cette prise en charge du patient. Tout à fait. Merci. Donc, question suivante. Comment s'exerce l'information aux patients et celle-ci peut-elle être doublée sur le site internet des centres d'imagerie dont les radiologues pratiquent la téléradiologie? Alors, je vais peut-être engager la réponse et je laisserai mes collègues répondre ensuite. Alors, il faut quand même se dire que l'information proposée sur des sites internet est insuffisante en soi et ce n'est pas cette information que l'on vise quand le Code de la santé publique demande à ce que le patient soit informé qu'un téléradiologue va intervenir dans sa prise en charge. C'est bien deux choses différentes. Pour revenir sur l'information du site internet, c'est bien, donc vous venez chez nous, centre de santé, on vous propose une prise en charge via la téléradiologie. Si vous partez dans ce concept en disant que c'est suffisant en soi, c'est que vous partez du principe que tout le monde a un accès Internet, que tous vos patients peuvent lire facilement Internet, tous vos patients savent lire. Donc, juridiquement, vous l'avez compris, c'est absolument insatisfaisant et insuffisant. Le patient, lorsqu'il rentre dans votre centre de santé, qu'il y arrive par un moyen ou par un autre, doit être accueilli par une personne qui lui explique ce que ça évoque la téléradiologie, que le téléradiologue n'est pas présent sur site, qu'il est ailleurs, que c'est un médecin inscrit, voilà, et répondre à toutes ces questions. Est-ce que c'est bien un médecin français? Est-ce que c'était bien un médecin que vous connaissez? Voilà, n'oublions pas, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, ça reste une prise en charge médicale et tout le volet humain, respect de la personne que l'on prend en charge doit demeurer. La téléradiologie n'a pas pour objectif de faire du téléradiologue un robot interprétateur. Ça reste un médecin et ça reste une prise en charge médicale. Donc, surtout, ne pensez pas à vous dégager de votre responsabilité autour de l'obligation d'information en mettant tout sur le site Internet et le patient en fera ce qu'il voudra. Pas du tout. Donc, il y a bien une information qui est due au patient lorsque vous accueillez le patient physiquement sur le site. Après, que vous mettiez des informations particulières sur votre site Internet, c'est tout à fait votre droit, c'est même l'objet peut-être, mais ça n'est pas, l'une ne peut pas dégager l'autre. Voilà, c'est deux informations complémentaires. Et là, je laisserai peut-être mes collègues compléter. Peut-être toi, Nesrine, parce qu'effectivement, la téléradiologie suppose une circulation de la donnée et on ne peut pas se contenter du site Internet pour recueillir le consentement du patient. Oui, exactement. Nous, on a vu des pratiques. Alors, ce n'est pas forcément dans la téléradiologie, c'était dans la réutilisation des données, ce qui peut être appliqué à la téléradiologie. Effectivement, on compte sur le fait que le patient puisse regarder le site Internet du centre tous les jours, toutes les heures, pour voir éventuellement sur quel projet on réutilise ces données pour exercer ses droits. Donc, ça, ce n'est pas du tout de l'information individuelle. Il ne peut pas y rapporter préalablement à la mise en œuvre du traitement de données, parce qu'il n'y va pas tous les jours, voir tous les sites de tous ces hôpitaux et ces cliniques et ces cabinets de radiologie. Donc, je rejoins tout à fait ce que tu viens de dire, Lina. C'est vrai que l'information, là, elle doit être vraiment beaucoup plus spécifique et individuelle. Et encore, on a encore d'autres sujets sur qu'est-ce qu'une information compréhensible selon les langues, selon les cultures, selon les inégalités d'accès au langage. Enfin, voilà, donc après, c'est d'autres sujets, on ne va pas vous embêter avec ça. Mais oui, c'est le minimum à faire de délivrer cette information-là directement au patient. Alors, on espère avoir répondu à votre question. Il y en a peut-être d'autres. Il y en a encore une. Quel statut et quel flux de facturation pour le téléradiologue qui s'effectue un acte pour une autre structure privée libérale qui n'est pas un établissement de santé remplaçant autre?
Alors, c'est une question bien spécifique. Je ne sais pas si Lauriane, vous voulez… Alors aujourd'hui, alors si je comprends bien la question, c'est clairement pour les cabinets de ville, hein, les cabinets libéraux qui font appel à de la téléradiologie. Donc sur ce schéma précis, c'est les contrats de remplacement, hein, qui aujourd'hui prédominent. Après, c'est-à-dire qu'on est sur du contrat de remplacement. Le médecin radiologue qui exerce dans son cabinet doit signer un contrat de remplacement avec le téléradiologue. Et donc, les flux de facturation sont liés à ce remplacement. Alors, ça aurait été peut-être intéressant, effectivement, aussi d'avoir l'approche du docteur Verzeaux par rapport à sa pratique en tant que médecin libéral. Je ne sais pas si, Lina, vous avez Alors, étudié déjà, la question ou pas. il y a déjà un point sur lequel il nous faut être clair. Quand le téléradiologue effectue un acte pour une autre structure privée, libérale, je reprends vos termes, qui n'est pas un établissement de santé, la question se pose de ce que vous entendez par structure privée libérale. Est-ce que c'est une société d'exercice qui, d'un point de vue juridique, vous le savez, si c'est une société d'exercice, c'est considéré comme étant les sociétés d'exercice libéral sont bel et bien considérées juridiquement comme exerçant la médecine. Donc, ça n'est pas un établissement de santé, mais c'est une société qui est autorisée à exercer la médecine. Donc, je ne vois pas trop bien de quel… Est-ce que c'est ça que vous visez, Monsieur Lager? Étant entendu que, en attendant votre réponse… Oui, c'est les cabinets en fait libéraux qui exercent sous forme de SEL, c'est ça. D'accord. Donc, la SEL qui pratique… Les actes de un téléradiologie. téléradiologue qui fait ça pour le compte d'une SEL, en fait. Oui. Tout dépend du contrat qui existe entre le téléradiologue et la SEL. Si c'est un contrat, parce qu'ils font un contrat pour pouvoir justifier les flux, parce que j'entends que le téléradiologue va se positionner sur les actes que la SEL prend en charge. Donc, c'est soit effectivement le téléradiologue est un collaborateur de la SEL, et collaborateur précisément d'un associé de la SEL, puisque je vous rappelle qu'un collaborateur ne peut exister que s'il est lié à un associé de la SEL. Donc, ça, c'est un premier point. Soit il n'est pas collaborateur d'un associé, mais remplaçant d'un associé de la SEL. Donc, dans ce cas-là, c'est un contrat de remplacement. Et bien évidemment, je n'ai pas donné ce prérequis, mais si le téléradiologue est recruté par cette SEL, c'est que la SEL a dans son objet la possibilité, a dans son objet la radiologie. Si c'est une société d'exercice libéral de médecins généralistes, on ne pourra pas justifier qu'il fasse appel à un téléradiologue. Donc, je referme la parenthèse. Et donc, si c'est dans ce cas de figure-là, effectivement, donc dans ce cas-là, les flux financiers vont se régler selon le mode de contribution du téléradiologue par rapport à la SEL. Soit c'est un remplacement, soit c'est un collaborateur. Et dans ce cas, ça passe par la SEL qui ensuite reverse au téléradiologue. Donc, c'est des mécanismes qu'on connaît assez bien, qui ne posent pas de problème. Donc, j'espère avoir bien visé la situation. Un point sur lequel, par contre, je voudrais vraiment réagir, parce qu'on ne l'a pas évoqué, même si la question posée par M. Lager ne l'évoque pas en première intention. Si toutefois un téléradiologue venait à être contractualisé avec une société privée à but lucratif qui n'est pas une société qui est autorisée à exercer l'activité médicale, et que la société entend prendre une partie des honoraires médicaux du médecin, ça c'est interdit. Je vous rappelle que les honoraires médicaux ne peuvent pas être partagés entre une société et un médecin. D'ailleurs, les honoraires médicaux ne se partagent pas. Voilà, ça c'est un point sur lequel il est important de revenir. Alors, on a une autre question. Faut-il une déclaration spécifique auprès de l'assureur ? Il faut une déclaration tout court, spécifique. Ça va pas, autrement dit, parce que quand vous évoquez spécifique, ça suppose des cotisations derrière spécifiques. La réponse est non. Il faut une déclaration tout court, puisque, comme on l'a dit, la téléradiologie est un acte médical avant tout. Donc, c'est une pratique médicale.
Par contre, les sociétés qui proposent les services, l'organisation, doivent assurer aussi leur activité, vous l'avez compris, parce que l'organisationnel peut être défaillant, l'outil peut être défaillant, donc ça peut engager les responsabilités. Et qui dit responsabilité engagée, dit indemnisation, et donc il faut avoir une police d'assurance. Donc les tiers technologiques doivent être assurés, bien évidemment, oui. Et sur le médecin à proprement parler, il est quand même souhaité que la mention de l'exercice en téléradiologie soit mentionnée quand même dans la RCP. Tout à fait. D'accord. Il n'y a aucune raison que l'assureur refuse, en tout cas. On demande cette précision, mais comme me disait Lina, c'est vraiment l'acte médical, hein, donc il n'y a pas de raison, mais il est quand même préférable qu'il y ait une mention spécifique sur l'exercice en téléradiologie. D'accord. Et enfin, Madame Pelofi qui demande, ce n'est pas un acte de téléexpertise. La téléradiologie? Je pense. Alors, la téléexpertise est désormais définie depuis 2021 comme étant un acte qui est sollicité par un professionnel de santé envers un professionnel médical. Donc ça peut être un manipulateur qui sollicite un radiologue. Donc oui, c'est un acte, ça peut être, oui, c'est un acte de téléexpertise. D'ailleurs, c'est un acte de téléexpertise. Après, il y a des lieux où non, c'est un acte de téléexpertise, tout simplement. Je laisse Lauriette. Si je rentre dans le détail. Alors, c'est un peu la particularité quand même de l'activité justement de téléradiologie, c'est qu'on ne répond pas à 100% aux critères des définitions de la télémédecine dans son ensemble. Donc, des fois, on se posait la question de savoir est-ce qu'on est plutôt téléconsultation, est-ce qu'on est plutôt téléexpertise. Et finalement, on est un peu des deux. Donc, ce n'est pas de la téléexpertise à proprement parler parce que les modes de rémunération de l'avenant 6 et de l'avenant 9 ne correspondent pas. Donc, c'est vraiment un régime à part entière, la téléradiologie. Je pense qu'aujourd'hui, moi, de mon côté, avec mon analyse et mon expérience, je considère que c'est vraiment un régime à part entière de la télémédecine. Très bien. Moi, je ne vois pas d'autres questions. Je pense qu'on a... On espère que on a ensemble répondu à vos questions. En tout cas, merci beaucoup pour ces échanges riches. C'est vrai que c'est toujours agréable d'avoir des questions à la fin de nos interventions. Voilà, je propose qu'on arrête là. Merci à tous pour votre intervention. Et donc, le webinaire sera disponible en replay sur le site de la SFSD et sur notre chaîne YouTube. Voilà. Merci. Bonne journée à tous. Merci à tous. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir.